1, 2. 1, 2. Top. Ouais. Ok, super, super, super. On n'est pas capitaliste, mais quand même, je déconne. C'est pas ça qui va nous faire vivre, mais... le ratio temps passé. Vaut mieux faire du consulting. 1, 2. Rentable. Je vous introduis et je vous laisse la parole après. Bonjour à toutes et tous, merci d'être si nombreux ce soir pour cette conférence. On est ravis de vous accueillir au Canot, une maison entièrement rénovée en économie circulaire. On vient de finir une deuxième phase de travaux. On est très fiers de pouvoir réaccueillir à nouveau du public chez nous. Vous allez peut-être regarder autour de vous tout ce design, ce mobilier sur lequel vous êtes assis. Tout ça est fait à partir de déchets. On a réussi à faire une rénovation 100% économie circulaire. On a cassé les murs, les pierres qui étaient à l'intérieur, on les a mis sous la terrasse pour pouvoir remblayer. Certains d'entre vous sont assis sur des chaises en plastique qui sont issues de pertes de gros groupes qui font des tables en plastique. Et quand ils changent de couleur, ils mettent du plastique dans le moule et ils le brûlent d'habitude. On a une super entreprise qui les récupère pour nous en faire des super chaises. On a récupéré des chaises d'école, on a récupéré des chaises de la mairie. On a un bâtiment entièrement en économie circulaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis des petits prospectus derrière pour avoir un petit peu le topo et le pitch de toute cette belle maison. Merci. Mais donc on vit dans cette maison, mais qui sommes-nous? Les Canots, on est une association d'économie sociale et solidaire. On a été impulsé il y a 5 ans par la ville de Paris. On est maintenant parfaitement autonome. On a 3 métiers principaux. Un métier d'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs et entrepreneuses à impact. C'est-à-dire que si vous avez une idée de projet ou si vous, jusqu'à un changement d'échelle d'entreprise, nous on peut vous accompagner gratuitement pour faire en sorte que votre association, votre structure soit la plus écolo et solidaire possible. On fait aussi, on travaille beaucoup avec les collectivités, avec aussi les marchés des Jeux Olympiques 2024, pour faire en sorte que tous ces bâtiments, tous ces services, toutes ces structures puissent être intégrés, qu'il y ait plus d'économie circulaire, qu'il y ait plus d'économie sociale et solidaire dans ces grands marchés des jeux des collectivités. Et enfin, la meilleure partie, mon équipe qui travaille sur l'aspect sensibilisation. On organise pour vous de nombreuses conférences, des marchés de Noël, des pop-up stores, des terrasses cet été où, si vous voulez vous promener le bord du canal de l'Ourcq, il y aura des associations qui viendront tous les jours se relayer pour vous présenter leurs produits, leurs services et leur engagement. Donc n'hésitez pas à toquer chez nous, on est souvent ouvert pour vous faire découvrir ce monde de l'économie sociale et solidaire qu'on accompagne au quotidien. Je vais vous laisser avec Gabriel d'Alter Capitae. Je suis ravie de te re-accueillir ici et ravie que tu puisses animer cette conférence. Je te laisse la parole. Un grand merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Il est allumé? Ok. Du coup, en effet, merci au Canot déjà de nous accueillir de nouveau. Donc Alter Capitae, c'est une association qui milite pour la décroissance prospère et que je représente aujourd'hui. Et en fait, on a décidé de convier aujourd'hui du coup Vincent et Maxence. Maxence qui est ingénieur et membre du comité expert du site Connaissance des énergies. Et Vincent Liéger qui est ingénieur, essayiste et coordinateur de la coopérative décroissance Cargonomia à Budapest. Et on les a invités aujourd'hui à double titre. Alors déjà, parce qu'il y a eu une parution récente au sein des éditions Tana de ces 2 ouvrages. Maxence et Vincent en parleront mieux que moi, mais en termes de... Moi, je les ai lus, du coup. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des ouvrages de vulgarisation scientifique, d'actualité environnementale, qui permettent un peu de débunker les idées fausses et donner des chiffres clairs sur des sujets comme l'énergie et la décroissance qui sont parfois remplis de fake news. Et donc il y a beaucoup d'informations, c'est très dense et c'est assez facile à lire parce que graphiquement c'est joli. Donc voilà, donc on les invite à ce titre et aussi parce que ça nous intéresse aussi à Alter Capitae de faire ce lien entre énergie et décroissance, parce que nous on pense que la décroissance c'est pas simplement une vision idéologique d'ayatollah vert ou quelque chose comme ça, mais plutôt quelque chose qu'il nous faut anticiper parce que ça va forcément finalement arriver. Et donc c'est un peu là-dessus aussi pour ça qu'on les a invités. Donc ça va se passer en 3 temps. Un premier temps, on va parler avec Maxence puis Vincent de manière un peu générale de leur livre. Ensuite, un deuxième temps pendant lequel on traitera des sujets un peu transversaux comme le nucléaire, les institutions publiques, qui tranchent ces 2 thèmes. Et enfin, on fera une partie avec les questions de la salle. Voilà.
Et donc pour commencer avec Maxence du coup sur le livre Énergie. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au début tu montres que malgré ce qu'on croit parfois, l'énergie c'est un moteur énorme de la création humaine un peu dans l'histoire. Et finalement c'est ça que tu retraces un peu au début de l'ouvrage. Oui. Alors tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, quand on parle d'énergie, je pense qu'il faut déjà définir ce que c'est. L'énergie en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Donc dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez des transferts énergétiques. Donc dès que quelque chose s'échauffe, rayonne, change de composition chimique, atomique, change d'altitude sur une planète, accélère, etc., vous avez des transferts énergétiques. Plus le changement est important, plus le transfert énergétique est important, et c'est bijectif. Si vous avez un petit transfert énergétique, vous avez un petit changement. L'humanité a toujours cherché à maîtriser des sources d'énergie les plus abondantes et concentrées possibles pour pouvoir modeler son environnement, pour le rendre plus sûr et plus confortable. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de notre histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique, parce que l'énergie, ce potentiel de transformation, se trouve sous différentes formes. Vous avez l'énergie mécanique qui est liée au mouvement, l'énergie chimique qui est piégée dans des liaisons, dans des liaisons chimiques dans des molécules que vous pouvez récupérer, par exemple, quand vous brûlez un combustible fossile. Vous récupérez cette énergie chimique sous forme d'énergie thermique, qui est une autre forme de l'énergie. Vous avez l'énergie sous forme de rayonnement, etc. Et donc l'énergie mécanique nous a limités, et pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès qu'à l'énergie humaine et animale, ce qui limitait notre capacité de transformation de notre environnement au nombre d'heures qu'il y avait dans la journée. C'est-à-dire que si vous vouliez cultiver, par exemple, vous pouvez pas contrôler plus d'un certain nombre de bœufs ou d'animaux de trait, par exemple. Donc le potentiel de transformation est limité. Tournant des années 1000, on a commencé à développer des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe, ce qui a permis de libérer des bras, d'avoir un début d'exode rural, un développement des villes, de l'artisanat, une amélioration des conditions de vie, mais ça restait très limité. Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est pas la découverte des combustibles fossiles qui sont connus depuis l'Antiquité, c'est la découverte d'une machine qui permet de convertir l'énergie thermique abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, la belle-mère, en énergie mécanique qui était limitée. Et donc là, ça a permis de taper dans un stock d'énergie, encore une fois très abondant, pour le convertir dans une énergie qui nous limitait. Et donc là, on a commencé à utiliser du charbon de façon de plus en plus massive. Au début du XXe siècle, avec les guerres mondiales, on s'est rendu compte que le charbon, c'était quand même pas le plus pratique pour les bateaux et encore moins pour les avions. Donc on a commencé à utiliser du pétrole dans la mobilité de façon massive. Avec le premier choc pétrolier, une énergie fossile qu'on utilisait assez peu, qui était le gaz, parce que c'est pas pratique à transporter, on a commencé à l'utiliser. À chaque fois, toujours en continuant d'accroître la consommation d'énergie de charbon, de pétrole. Ensuite, on a ajouté le nucléaire, les nouvelles énergies renouvelables, et tout ça, c'est toujours additionné. Et c'est ça en fait qui nous donne notre mode de vie à l'heure actuelle. Si là on est en train de discuter, qu'on n'est pas en train de cultiver ce qu'on va manger, qu'on a une espérance de vie supérieure à 30 ans, que j'ai des vêtements que je peux changer tous les jours, il suffit de penser, il y a un siècle, votre chemise, en fait vous gardiez toujours la même chemise, vous changiez juste le col et les manches. Quand les chaussettes avaient un trou, vous les rapaissiez, etc. parce que le niveau de vie était très inférieur, le pouvoir d'achat était très inférieur, et ça c'est lié c'est une question énergétique avant tout. L'abondance énergétique permet de produire tout un tas de choses, parce que l'énergie c'est ce qui alimente les machines, et c'est ce qui permet vraiment de produire tout ce qui fait tous les produits auxquels on a accès bon marché et qui font notre pouvoir d'achat. Ok. Et tu as commencé un peu à y répondre, mais du coup ce que tu montres dans le livre, et ce qui est hyper intéressant, surtout pour le lien qu'on veut faire avec par exemple la décroissance, c'est l'idée qu'il y a un lien direct du coup entre niveau de PIB et consommation d'énergie. Ouais, tout à fait, parce que encore une fois, c'est assez logique. Ce qui se matérialise dans l'économie, en fait, c'est ce que vous avez produit avant, les biens et les services. Et vu que ce qui quantifie la production, c'est la quantité d'énergie consommée, il y a de moins en moins de choses qui sont faites à la force humaine et animale. L'essentiel de ce qu'on voit autour de nous a été produit par des machines. Donc la quantité d'énergie consommée entraîne le PIB. Prenons un exemple tout bête. Si vous voulez faire une chaise, vous allez une chaise en bois, vous allez aller couper du bois dans une forêt avec une tronçonneuse. Ensuite, vous allez transporter votre tronc jusqu'à une scierie avec un camion. Vous allez le couper dans une scierie avec de l'électricité. Ensuite, vous allez le transformer en chaise avec probablement de l'électricité. Ensuite, vous allez livrer la chaise avec du pétrole. Et ensuite, vous allez vendre votre chaise et elle se matérialise dans
dans votre PIB. Donc il y a non seulement c'est une corrélation, mais une causalité. Plus vous consommez d'énergie, plus vous faites de PIB. Cette causalité est vraie au niveau mondial. Elle ne l'est pas au niveau national, parce qu'après vous avez aussi des effets de comptabilité. C'est-à-dire que quand vous avez des pays comme les pays européens qui se positionnent sur des économies de services, par exemple, vous pouvez avoir des économies des activités à forte valeur ajoutée mais peu intenses en énergie, parce que vous dépendez des activités à moins forte valeur ajoutée mais plus intenses en énergie qui sont faites ailleurs. Typiquement la métallurgie, les industries extractives, l'industrie lourde, et de plus en plus dans d'autres pays. Et on bénéficie en fait de cette industrie qui n'est pas en France. Mais on va pas faire des logiciels si on fait pas s'il n'y a pas d'autres pays qui font les ordinateurs pour nous. Donc on peut avoir des décorrélations. De fait, on a des décorrélations énergie-PIB à l'échelle d'État. Par contre, au niveau mondial, il y a vraiment un lien fort entre l'énergie et le PIB, même si on peut avoir des corrélations partielles liées à des progrès d'efficacité énergétique, mais qui restent quand même limités. Et je pense que Vincent pourra en dire davantage de tout ça. Alors j'avais une dernière petite question avant qu'on passe à la décroissance. C'est du coup, est-ce qu'on peut finalement, parce que du coup on connaît tous la question climatique qui est liée évidemment à notre consommation, est-ce qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et garder un même niveau de consommation d'énergie comme c'est voilà, souhaité par certains aujourd'hui? Alors la réponse courte c'est non. La réponse longue, en fait, avant de parler de transition énergétique, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut changer notre système énergétique. C'est vrai que si on y pense, notre système énergétique nous a été extrêmement favorable jusqu'à présent. On vit bien mieux qu'il y a 2 siècles, il y a eu énormément de progrès sociaux en termes démocratiques, en termes d'égalité des sexes, en termes de promotion sociale, etc. Et tout ça c'est lié à notre niveau de vie permis par l'abondance énergétique. Si on doit changer notre système énergétique aujourd'hui, alors il y a plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les traiter, mais il y en a 2 principales qu'on peut appeler la double contrainte carbone. La première, c'est le changement climatique, qui est lié à l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, principalement CO2 et méthane, lié essentiellement à l'usage de combustibles fossiles. Pas uniquement, mais essentiellement. Et ça présente un enjeu existentiel pour l'humanité, parce que ça va avoir tout un tas de conséquences en termes de précipitation, de niveau de production, de rendement agricole, de production alimentaire, de capacité à s'alimenter, de phénomènes météorologiques extrêmes, de montée des eaux, etc. La deuxième composante de cette double contrainte carbone, c'est l'épuisement des combustibles fossiles. Alors les combustibles fossiles sont très abondants. Ils l'étaient avant, ils le sont toujours, mais il faut avoir conscience du fait qu'on va chercher d'abord les combustibles fossiles les plus accessibles. Je ne sais pas si vous avez vu le film There Will Be Blood, un film américain qui se passe au début de l'industrie pétrolière américaine. Je vous le conseille si vous avez 2 heures à tuer, c'est un très bon film. Vous voyez les prospecteurs qui vont avec leur baramine au milieu de la Pennsylvanie, ils prospectent un peu n'importe où, paf, ils tombent sur un gisement, il y a un gusher, le pétrole jaillit à plusieurs kilomètres, tant bien que mal ils essaient de le récupérer. Hyper facile de récupérer du pétrole à cette époque. Maintenant, les nouveaux gisements qu'on met en service, c'est de l'offshore ultra profond, à plusieurs kilomètres de profondeur, des pétroles non conventionnels dans des gisements où les roches ne sont même pas suffisamment poreuses pour que le pétrole puisse circuler dedans, donc il faut les fracturer avec de l'eau sous pression et les maintenir ouvertes avec du sable, des gisements qui s'épuisent à toute vitesse. Et donc tout ça entraîne le fait que sur le pétrole, par exemple, on s'attend à une contrainte en fait sur l'offre dans les prochaines années. Et ça, ce sont pas des ONG qui le disent, hein. C'est Total qui s'attend à un déficit offre-demande de 10 millions de barils le jour à horizon 2025. 10 millions de barils le jour, c'est 10% de ce qu'on extrayait avant le Covid. L'Arabie Saoudite s'attend à un déclin des extractions mondiales de pétrole, pas les extractions saoudiennes, hein, les extractions mondiales de pétrole de 30 millions de barils jour à horizon 2030. Et l'Agence internationale de l'énergie dit que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier sont en accord avec les trajectoires de neutralité carbone en 2050. Super pour le climat. Par contre, les trajectoires de demande, elles ne le sont pas du tout. Donc on a toujours une demande qui est sérieusement orientée à la hausse, tirée notamment par l'Asie pour l'instant, potentiellement plus tard par d'autres pays aussi. Et par contre, des trajectoires sur l'offre qui sont orientées à la baisse.
Et donc ça limite aussi notre système énergétique. C'est-à-dire que même si on se préoccupait pas du climat, même si on avait un bouton magique pour retirer le CO2 de l'atmosphère, bah ça résoudrait pas le problème. On a aussi un problème de contrainte sur les combustibles fossiles, le pétrole en premier, et pour l'Union européenne le gaz aussi, parce que on est en déclin sur le gaz depuis une vingtaine d'années, déclin qui s'accélère avec le passage du pic norvégien. Donc la Norvège est le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne, derrière la Russie. Petit truc important à retenir, la Russie c'est le premier fournisseur de gaz, pétrole et charbon de l'Union européenne. La Norvège, qui est le deuxième fournisseur de gaz, a passé son pic en 2017, donc chaque année il y en a de moins en moins. Et donc structurellement, l'Europe est de plus en plus dépendante de la Russie et de pays éloignés via des importations de GNL, gaz naturel liquéfié, mais là on est en compétition avec d'autres pays pour le récupérer, notamment la Chine. Et donc il y a vraiment cette contrainte qu'il faut anticiper, parce que les économies de combustibles fossiles, on va les faire. La question c'est, est-ce que on attend de les faire via de la pénurie? Donc on en a de moins en moins, ça coûte de plus en plus cher, ce qui se passe actuellement. Et donc on a des destructions de demande, des industries qui font faillite, de la précarité énergétique qui progresse. Ou est-ce qu'on gère ça via la transition pour faire des économies d'énergie intelligentes, c'est-à-dire on se met tous autour d'une table, on discute et on se dit bon bah ça ça on peut s'en passer pour préserver ça qui nous semble indispensable. Typiquement une voiture, le cœur du service c'est la mobilité, c'est pas le fait de se déplacer dans un salon d'une tonne 5. Donc en faisant des économies sur la taille des voitures, la puissance, etc., on peut davantage garder ce cœur de service et développer aussi les énergies alternatives aux combustibles fossiles. J'ai été un peu long, désolé. Non mais c'est très clair. Mais du coup c'est assez intéressant parce qu'on voit du coup ce paradoxe entre une société de croissance, de consommation qui demande du coup à utiliser de plus en plus d'énergie et cette double contrainte, bon bah déjà climatique et deuxièmement purement physique où on a du coup un début d'épuisement de certaines ressources. Et c'est là du coup qu'intervient un peu la question de la décroissance. Et du coup Vincent, si je me fais un peu l'avocat du diable, bon. Certaines personnes ont une image négative de la décroissance. Donc déjà, c'est quoi la différence entre récession et décroissance? Et c'est quoi, toi, le propos que tu as voulu donner dans ce livre? Alors, il y aurait plein de choses à dire. Bonsoir à toutes et tous. Merci aux organisateurs. Et avant de commencer, je souhaiterais saluer et remercier Isabelle Brockman, parce que les deux ouvrages auxquels on a contribué n'auraient pas vu le jour de manière aussi brillante sans le talent et l'investissement d'Isabelle. Et puis au-delà de ça, de toute une équipe de graphistes, d'infographistes. Désolé de commencer par cette petite parenthèse. Non mais j'ai plus d'habitude que toi parce que le mien est sorti il y a déjà longtemps et j'avais oublié les premières fois, donc j'essaye de ne pas oublier ces fois-ci. C'est la première chose que j'ai notée. Je notais pas ce que tu écrivais, je notais ça dans mon agenda. Parce que, donc c'est le premier point. Non, sur la question que tu poses, à rebondir un peu sur ce qu'a dit Maxence, auquel je souscris tout à fait. En fait, j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer, une très bonne nouvelle à annoncer. La mauvaise nouvelle, et tu l'as dit, le bouquin sur la décroissance commence aussi sur les questions énergétiques, et je suis arrivé à la décroissance en m'intéressant aux questions énergétiques il y a déjà 15 ans. On pensait qu'il y a 15 ans la fête était finie puisqu'on atteignait le pic de production de pétrole conventionnel. Et on a eu une quinzaine d'années où la fête a un peu continué, bon an, mal an, avec les pétroles non conventionnels. Mais aujourd'hui, la fête est finie pour plusieurs raisons. Pour une raison éthique que tu as évoquée rapidement, on se retrouve, d'un seul coup, on se réveille avec une gueule de bois assez triste par rapport à ce qui se passe dans cette guerre d'agression en Ukraine et ce que l'on sait depuis très longtemps et que les politiques n'ont pas du tout voulu entendre ni anticiper. Et personnellement, c'est pas faute d'avoir alerté beaucoup de mes amis là-dessus, c'est qu'on a une dépendance et cette dépendance aujourd'hui participe à contribuer à l'effort de guerre à hauteur de plusieurs centaines de millions par jour autour du gaz, du pétrole, du charbon que l'on importe. Et moi, je vis dans un pays qui est la Hongrie aujourd'hui, qui est dépendant à 100% du pétrole russe. Donc, pour des raisons éthiques, on est amené à devoir changer. Pour des raisons environnementales, comme tu l'as dit, la combustion des énergies fossiles contribue à 70% de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cette sécheresse qui arrive, cette température tropicale à Paris au mois de mai, etc. Donc il y a une urgence pour, tu l'as fait remarquer ce matin, je maîtrise très mal les réseaux sociaux, comme le dit le GIEC, on a 3 ans pour inverser les dynamiques dans lesquelles nous sommes quant à notre toxicodépendance aux énergies fossiles. Et puis, de toute manière, même si on n'était pas contraint par des questions éthiques et des questions environnementales, on le serait par des questions physiques. Et c'est ce que nous rappelle la décroissance, et moi je suis arrivé là, c'est qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini.
L'épisode que l'on connaît depuis 150 ans est une parenthèse enchantée ou endiablée. Et je vais arriver à la bonne nouvelle après, je pense plutôt endiablé, où on est rentré dans l'hubris, on est devenu fou, et d'un seul coup on a eu accès à une quantité monstrueuse d'énergie, qui est une accumulation d'énergie sur cette planète accumulée sur des dizaines de millions d'années. Et il y a un ordre de grandeur que je rappelle souvent, c'est d'un côté les énergies fossiles accumulées sur des dizaines voire centaines de millions d'années, et d'un autre côté 150 ans, où on a brûlé tout ça avec les effets qu'on connaît. Alors il y a des points positifs à la croissance, on pourrait revenir dans le débat, je vois aussi beaucoup de points négatifs, et un point de désaccord que j'aurais avec ce que tu as dit, donc c'est la bonne nouvelle, c'est que pendant des dizaines de millions d'années, nos sociétés, les civilisations humaines ont plutôt bien vécu sans pétrole, bon an, mal an, avec des choses très belles, des choses plus compliquées, comme on l'a connu dans les 150 ans qu'on a connus, comme on le connaît aujourd'hui. Notre société, il y a des choses qui sont très chouettes, mais je ne suis pas sûr que l'on soit aussi heureux, apaisé dans un vivre ensemble que le niveau de surconsommation et d'autodestruction que l'on met en place. Et la décroissance, elle nous invite, au-delà de poser la question des limites physiques à la croissance, à poser aussi la question des limites culturelles à la croissance. Et à travers ça, elle nous invite à un voyage dans le passé, un voyage dans notre histoire, comment on en est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui d'un point de vue anthropologique, politique, culturel. Et aussi, elle nous invite à rappeler que même si nous sommes dominant en termes de nombre de personnes et en termes d'impact environnementaux et d'impact d'autodestruction et de destruction des écosystèmes et d'autres civilisations sur cette planète, nous restons quand même extrêmement minoritaires en termes de culture. Les gens qui vivent comme nous et qui sont dans le même imaginaire que nous, pour faire simple, les Occidentaux et ceux qui ont suivi cette folie occidentale avec aujourd'hui les Chinois, les Indiens, etc., représentent peut-être plus de 99% de la population mondiale. Mais il y reste quand même 6000 langues de parler sur cette planète, et nous représentons moins de 200 langues, ce qui veut dire que la grande majorité des cultures sont à l'extérieur de notre paradigme, de notre imaginaire. Nous, tu parles des Occidentaux. Les Occidentaux, et par extension ceux qui suivent notre folie. Et la décroissance, elle nous invite à ce voyage, à poser la question et à repenser les limites culturelles à la croissance, et à se dire c'est peut-être une chance, et que même si nous n'étions pas contraints, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, à sortir de la société de croissance, peut-être qu'il serait souhaitable de poser la question, est-ce que ça a du sens d'être comme le hamster dans sa roue, à courir toujours plus vite, ou à être pris dans ce piège d'une société où j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, je travaille pour financer ma voiture, et peut-être qu'il est temps de faire des pas de côté pour mettre l'intelligence humaine merveilleuse qu'on a développée pour vivre sans pétrole, vivre de manière beaucoup plus sobre, vivre de manière beaucoup plus partageuse, et se réapproprier du sens à nos vies et de la joie de vivre. Alors, du coup, ça c'est tout à fait. Et il y a une autre chose justement. Donc nous, on est plutôt, la plupart, j'imagine ici, assez convaincus de ce que tu dis. Mais bon, on est dans une société quand même qui, depuis des dizaines d'années, a été abreuvée de publicité. L'idée que la réussite passe par l'achat, ce genre de choses. Et donc finalement, comment tu ferais pour convaincre les gens de consommer moins? Parce que souvent, quand on dit décroissance dans le débat public, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, vouloir dire qu'ils vont perdre du coup du niveau de vie, que ça va revenir à des amiches un peu. Donc c'est quoi un peu ce qu'on peut mettre en place pour convaincre les gens? Alors la première des choses, c'est d'arrêter de violer leurs désirs à travers la publicité, comme tu le dis. C'est d'arrêter d'essayer de les convaincre à désirer toujours plus. Et c'est quand même assez intéressant de voir les quantités monstrueuses d'argent, donc de temps de cerveau disponible qui sont investis dans la publicité. Tout le talent des publicitaires qui est mis dans cet exercice que je considère comme étant tout à fait toxique, qui plus est un talent à la fois artistique, très intuitif, merveilleux. Alors, les gens avec qui on a travaillé pour ce bouquin sont aussi quelque part des publicitaires, et ils ont mis leur talent au profit de controverses, de débats politiques, d'éveiller les débats, etc. Et aujourd'hui, leur talent, en utilisant aussi une bonne connaissance de la psychologie sociale, des sciences cognitives, des sciences, des neurosciences, etc., en fait manipule les cerveaux humains pour nous infantiliser, nous frustrer, jouer avec des pulsions premières, jouer avec les peurs, etc., pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et plutôt que de vivre dans des sociétés d'abondance frugale, puisqu'il n'y a d'abondance que frugale, nous vivons dans des sociétés de surabondance frustrée, où plus on va consommer, plus on va être frustré, et plus on va être malheureux en voulant consommer toujours plus. Et c'est pas un hasard si la décroissance, elle est née aussi au départ d'un collectif qui était les casseurs de pub à Lyon, il y a tout juste 20 ans,
qui alertait sur l'agression publicitaire et ses méfaits culturels, politiques, sur le bien-être dans nos sociétés. Donc si on arrêtait de manipuler nos cerveaux pour désirer des choses inutiles, peut-être qu'on ferait déjà des pas de côté. Et malgré tout cet effort de guerre médiatique et publicitaire pour désirer toujours plus et être frustré, les enquêtes d'opinion montrent que les gens, en majorité dans les sociétés occidentales et en particulier en France, ont compris que c'était plus un modèle qui faisait sens et qu'il fallait peut-être rompre avec ça. Et les majorités se dégagent pour dire, mais par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, il faudrait peut-être questionner le capitalisme, il faudrait peut-être aller vers des sociétés plutôt orientées vers la sobriété et le partage, avec une réappropriation de notre temps pour avoir plus d'espace pour s'occuper des uns des autres, le care, prendre soin et puis aussi prendre soin des écosystèmes. Et là, c'est intéressant de voir le décalage qu'il y a entre un espace politico-médiatique qui est suroccupé à 99% par cette manipulation et puis des majorités qui se dégagent en rupture avec ça. L'autre point que je souhaite développer, qui va rebondir sur ce que j'avais évoqué au début, c'est que la décroissance, elle naît de cette rencontre entre la critique de la publicité avec un autre groupe de personnes qui étaient des gens qui venaient beaucoup des pays du Sud ou qui étaient des gens qui venaient des pays du Nord qui avaient voyagé dans les pays du Sud et qui s'appelle la critique au développement. Et je pense que l'un des événements, et peut-être l'événement fondateur du mouvement de la décroissance, s'est tenu il y a tout juste 20 ans à Paris, à l'UNESCO, sur le thème « Défaire le développement, refaire le monde ». Et qui montrait déjà, et c'est le gros point de désaccord que j'ai par rapport à ce que tu évoqué au début, on pourra revenir dans le débat, qui montrait déjà que c'est une fable qu'on a réécrite, que les populations humaines ont toujours désiré à vouloir s'approprier toujours plus et les énergies et les techniques pour faire toujours plus, mais qu'au contraire, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a des civilisations qui se sont engagées dedans. Il y a des élites qui en l'ont imposé aussi à des civilisations. C'est par exemple les travaux de l'historien François Jarry sur la révolution industrielle, qui montrent que, au contraire de la fable qu'on nous raconte, les gens n'allaient pas en chantant dans les usines, mais qu'au contraire, il y avait des résistances extrêmement fortes et les gens étaient très heureux dans leur sobriété, dans des formes de vie beaucoup plus rurales et différentes. Je ne romantise pas les choses parce qu'il y a eu des progrès indéniables qu'il va falloir conserver, réfléchir, est-ce qu'on peut encore les conserver sans pétrole, etc. Mais il y avait aussi des belles vies et une vie bonne, et la décroissance, elle rappelle toutes ces questions-là et elle invite à décoloniser nos imaginaires, à se libérer de cette pression sociale et de cette réécriture de l'histoire et du rôle toxique joué par les médias dominants et la publicité, pour, de manière plus libérée, se poser la question de quels sont véritablement nos besoins fondamentaux, pas uniquement matériels, mais aussi en termes de care, de culture, de temps libre, d'émancipation, de joie de vivre, de réappropriation du sens dans nos activités, etc. Et comment on arrive à y répondre de manière soutenable, donc totalement libéré des énergies fossiles, totalement libéré d'extractivisme et de manière encore plus conviviable et faisable. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Et du coup, ça lance le premier thème transversal. Et Maxence, tu pourras parler en premier, en plus peut-être pour répondre à ce qu'a dit Vincent sur le sens de l'histoire sociale. Mais finalement, j'allais dire, en lisant vos deux livres, on a l'impression dans les deux cas que vous dites que le PIB, c'est pas un indicateur qui est pertinent aujourd'hui et qu'il faudrait remplacer, en gros, notre boussole économique et politique par autre chose. Et donc, qu'est-ce que seraient ces indicateurs qui remplaceraient finalement le PIB? Et dans un premier temps, Maxence, je sais pas si tu veux répondre sur la question de l'histoire sociale. Oui, je pense que c'est une question qui est compliquée. Alors j'y ai probablement moins réfléchi que Vincent, mais il faut pas avoir une vision romantique ni caricaturale de la vie qui a pu être menée par le passé. Les gens, d'une manière générale, n'étaient pas malheureux parce qu'ils étaient pauvres avant la révolution industrielle, parce que c'était aussi la norme. Donc on trouve toujours son bonheur dans la norme à laquelle on est habitué. Après, il y avait des situations qui seraient intolérables du point de vue de notre référentiel actuel, et je pense qu'il faut voir ça aussi de ce côté-là. Donc on ne peut pas revenir dans le passé, et je pense pas non plus que ce soit ce que tu défends d'ailleurs, parce que les attentes ont beaucoup évolué. Ça, il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Et d'un autre côté, il faut aussi, et là je te rejoins peut-être, voir les limites aussi de notre modèle actuel qui nous apporte beaucoup, et dans lequel il peut y avoir aussi des pertes de sens, avec beaucoup de métiers
qui présentent pas de sens pour ceux qui doivent les faire. Quand vous devez faire du marketing pour des trucs qui sont pas utiles, par exemple, bah vous le faites parce que vous avez besoin de votre salaire, mais finalement, de temps en temps, vous pouvez vous poser la question à quoi ça sert. Et on pousse de plus en plus les gens à faire des études longues, des fois poussives parce que ça leur parle pas. Ce sont des études qui n'auront pas de débouchés, donc les gens après doivent prendre à peu près n'importe quel boulot et galèrent pour le trouver. Et donc il y a aussi des limites au système actuel. Donc je pense que toute la réflexion en fait c'est d'essayer d'inventer et c'est vraiment une réflexion intrinsèquement politique et complexe, essayer d'inventer un nouveau système dans lequel on consommerait moins, mieux, où on s'interroge sur ce qui nous semble important, sur ce qui nous semble moins important, ce qui est compliqué à l'échelle d'une société parce que tout le monde a des envies différentes, et donc que tout le monde arrive à se retrouver dans une telle réflexion, c'est assez compliqué. Mais je sais pas trop si j'ai répondu à cette question, mais voilà, c'était quelques réflexions. Ouais, c'était un peu c'est ça, et c'était aussi un peu quel indicateur sur pour remplacer oui. le PIB quoi. En fait, oui. Comment on pourrait juger l'action du gouvernement sur ces actions? Le PIB, c'est un indicateur qui existait, qui existera. On continuera à le regarder. Ça, je pense que c'est assez évident. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est arrêter de faire du PIB la finalité des politiques. Que ce soit pour le faire croître ou le faire décroître. En fait, viser la décroissance en tant que telle, c'est quasiment le même problème que viser la croissance, à mon sens. Parce qu'on peut être en décroissance de manière complètement défavorable sur le plan social et écologique. Ce qu'il faut surtout, je pense, c'est viser d'autres objectifs. Par exemple, s'assurer que chacun puisse se chauffer, puisse manger à sa faim, vivre dans des conditions de vie décentes, avoir un métier qui le satisfasse et qui lui permette d'avoir du temps libre à côté. Des objectifs concrets comme ça, en acceptant que ça aura des conséquences sur le PIB qui, à mon sens, seront plutôt orientées vers une décroissance. Donc réfléchir aussi aux moyens de gérer ça, sur la dette, sur l'équilibrage du budget, etc. Donc il y a quand même des questions qui vont derrière. Mais il faut arrêter de voir le PIB comme une finalité, dans un sens ou dans un autre. Réfléchir aux moyens de gérer une décroissance du PIB si elle doit arriver, et fixer d'autres objectifs qui répondent plus à des enjeux de société. Et ça permettra aussi, je pense, de répondre à certains défauts de la croissance et de la décroissance que peuvent être les inégalités. Si on réduit le PIB sans lutter contre les inégalités, il y a vraiment des gens qui vont perdre, qui avaient rien et qui vont perdre le peu qu'ils avaient. Et pareil, dans la croissance, on peut augmenter la richesse collective et que ceux qui sont en bas de l'échelle n'en récupèrent rien. Donc, viser d'autres objectifs permettrait d'avoir plus d'équité aussi dans ce système-là. Vincent, tu veux réagir? Non, je vais reprendre le même format que ma réponse précédente. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, et c'est là que les travaux de quelqu'un comme Maxence sont hyper importants, c'est qu'on a créé un modèle de société extrêmement complexe, extrêmement puissant, où tout dépend des énergies fossiles, et en particulier pour sa qualité principale du pétrole, pour tout ce qui est autour du transport, autour d'un certain nombre de produits qui viennent du pétrole. Et on a eu des épisodes récents qui nous ont alertés sur cette fragilité de la puissance. Au moment du Covid, on s'est réveillé un beau matin où on s'est rendu compte qu'on ne savait plus fabriquer de principes actifs des médicaments en Europe. On s'est rendu compte que des savoir-faire n'étaient plus présents dans notre territoire, où les productions de légumes ou de fruits bleus dans le sud de la France étaient en fait ramassées chaque année par des populations qui voyageaient en vol low cost depuis l'Ukraine ou la Bulgarie, avaient ces savoir-faire, et on a préféré les laisser dépérir faute de trouver de main-d'œuvre compétente par rapport à ça. On a aujourd'hui, je parle dans une ville qui s'appelle Paris, qui n'a quasiment aucune production agricole, où il y a 10 millions de personnes concentrées autour d'une hypermobilité, autour d'une dépendance technique et énergétique monstrueuse pour que la bière qu'on va boire après, que ce qu'on a mangé ce midi, etc., arrive d'une manière ou d'une autre dans notre assiette, qui vont demander de s'appuyer peut-être sur les outils du système dans lequel on est aujourd'hui pour déconstruire toutes ces toxicodépendances, toutes ces technico-dépendances à un système extrêmement complexe dépendant de tout ça.
Et je dirais qu'on est face à des défis techniques, à des défis énergétiques sur comment intelligemment on va utiliser les derniers litres de pétrole de manière intelligente, sans aller trop vite, trop loin, parce qu'il y a le changement climatique, parce qu'il faut aller vite. Comment on va utiliser ça pour justement sortir de ces dépendances et créer des formes d'autonomie. C'est-à-dire que créer ce qu'on aurait déjà dû faire depuis très longtemps qui n'a pas été fait, l'isolation thermique des bâtiments ou le déploiement d'autres sources de chauffage plus low-tech, plus autonomes, etc., va nécessiter des formations, va nécessiter des réorganisations sociétales, va nécessiter comment on repense la ville par rapport à la ruralité, comment on réoccupe, on réorganise d'autres formes d'aménagement des territoires qui sont de véritables défis techniques, énergétiques et qui se heurtent à une contrainte qui est celle que la décroissance pose, etc. La bonne nouvelle, c'est que il y a énormément de choses qui se mettent déjà en place, à la fois dans les imaginaires et les aspirations. Et quand j'évoquais des majorités qui se créent dans nos sociétés et qui aspirent à rompre avec le système dominant et à vivre différemment, il n'y a pas la même quantité de personnes qui est malheureusement en capacité ou capacité de vraiment faire ces pas de côté, mais il y a des attentes. La bonne nouvelle, c'est qu'à petite échelle se sont déployés partout à travers le monde et en particulier en Europe, en France, des initiatives citoyennes qui expérimentent déjà. Alors ça bricole, c'est à petite échelle, c'est pas à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, mais qui sont des petits laboratoires, des projets pilotes qui montrent que l'on peut faire les choses autrement, qu'il y a aussi des choses à partager. Je pense au low-tech, à la permaculture, à l'agroécologie, à l'agroforesterie, aux monnaies locales, à l'économie circulaire, on pourrait revenir qu'à ses limites, et tout ça à ses limites, mais qui sont des premières choses. Et puis, il y a derrière aussi des choses à explorer encore plus, avec une expérimentation qui a montré la puissance de ce type de démarche. Je dis très souvent qu'on pourrait très aisément, et ce serait souhaitable, et c'est d'ailleurs un des piliers fondamentaux de la décroissance, et tu as bien fait de le souligner, la décroissance, c'est pas faire la même chose en moins, ce qui serait totalement absurde, c'est pas le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance a un nom en économie, s'appelle ce qu'appellent actuellement tous les gouvernements quand ils parlent de sobriété sans poser la question de la société de croissance. La sobriété ou le moins dans une société de croissance s'appelle la récession ou la dépression. En général, ça se passe très mal. La décroissance, c'est comment on réorganise nos systèmes politique, économique, institutionnelle, etc., pour ne plus dépendre justement de la croissance économique. Et donc, un des piliers fondamentaux depuis le départ dans la décroissance, c'est repenser la démocratie pour aller vers plus d'autonomie, une démocratie beaucoup plus directe, beaucoup plus délibérative. Et on a eu en France une expérimentation concrète à une échelle quand même assez large, qui a permis de sortir d'une impasse extrêmement violente. Quand je parle de violence, c'est une violence d'État répressive contre le mouvement des Gilets jaunes qui posait la question de la justice sociale par rapport aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres, qu'a été la Convention citoyenne pour le climat. Et on a pu voir qu'à travers des outils de délibération citoyenne, de démocratie directe, avec de la créativité autour du tirage au sort, comment en 7 week-ends, 150 citoyennes et citoyens qui n'étaient pas des experts, qui n'avaient pas encore lu nos livres sur ces questions-là, sont arrivés à des propositions bien plus pertinentes que toutes les batteries d'experts ces dernières décennies. Et je crois que là, on a une piste extrêmement intéressante, et s'il y a une urgence aujourd'hui, elle est de ralentir et de créer des conditions de controverse autour de conventions citoyennes qui peuvent prendre différentes formes dans les territoires, sur différentes thématiques, pour s'approprier démocratiquement et ces questionnements et s'engager dans des formes de co-construction pour mettre ce qui est un apport de la société de croissance ou de développement, toute cette intelligence collective dans notre société, le mettre au profit d'un accompagnement au changement, qui est un accompagnement à la fois technique, énergétique, mais qui est aussi un accompagnement psychologique, culturel, démocratique, institutionnel. Alors, c'est vrai que... tu veux réagir Ouais. Peut-être un truc sur la Convention citoyenne pour le climat, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça a permis de court-circuiter l'un des gros nœuds de blocage sur ces questions-là dans la société. En fait, la société peut être vue comme un système à 3 corps, en gros, avec la population, les représentants élus et les entreprises. Les entreprises ont pour objectif, une entreprise c'est un outil, a pour objectif de faire du bénéfice et valoriser ses actifs. Quand elle s'intéresse à l'environnement, c'est parce qu'elle pense qu'elle va gagner un avantage réputationnel qui va lui permettre de valoriser ses actifs ou de faire du bénéfice. C'est pas pour l'environnement en soi.
Si on veut que l'entreprise bouge en un sens, il faut que le consommateur lui demande de bouger dans ce sens-là. Donc il y a une demande qui s'exerce, et la réciproque, c'est que l'entreprise va aussi conditionner le consommateur via les publicités et ce qu'elle propose. Pour les gouvernements, c'est pareil. Le pire lobby pour un gouvernement, pour des politiques, ce ne sont pas les entreprises, c'est l'électorat. Celui qui va le porter au pouvoir ou non. Et donc, si l'électorat est très préoccupé par le climat, par exemple, le politique va beaucoup en parler. Si dans le même temps, l'électorat, qui souvent ne connaît rien au climat, demande d'avoir toujours plus de pouvoir d'achat, de pouvoir avoir des voitures toujours plus grosses, qu'on l'embête pas pour prendre l'avion, etc., le politique va défendre ça, même si il n'arrête pas d'invoquer le climat à tort et à travers. Donc, si on veut que le politique bouge, il faut non seulement que la population lui demande d'agir pour le climat, mais qu'en plus elle attende du politique qui prennent des mesures qui vont effectivement dans le sens du climat et qui sont pas opposées au climat. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que tout ce système à trois corps. Oui, et les entreprises, si vous voulez qu'elles bougent, en fait, il faut aussi que ce soit les autorités qui, vu qu'une entreprise c'est un outil qui ne répond qu'à des stimuli économiques, si vous voulez qu'elle bouge, il faut réglementer ou envoyer des stimuli économiques, de la fiscalité par exemple. Donc en fait, ce système à trois corps se tient. Et chacun bloque les autres. Un moyen de faire évoluer ça, c'est d'éduquer la population, ce qui prend du temps. Et la Convention citoyenne pour le climat avait ceci d'intéressant, que ça a permis de court-circuiter un peu tout ça. On a pris, alors je sais plus combien ils étaient, mais quelques... 150. 150, oui. 150 personnes qu'on a formées. C'est beaucoup plus facile de former 150 personnes en leur disant, bah voilà, vous dédiez tant de week-ends, que de former les 60 millions de Français, dont certains, déjà la plupart n'auront pas le temps, certains n'auront pas la volonté, etc. Donc on a formé 150 personnes et ces personnes-là n'avaient pas de compte à rendre à un électorat, n'avaient pas cette réflexion à avoir, et donc on leur a présenté un problème, et avec leur expérience qui en plus est plus diversifiée que ce qu'ont les politiques, il y avait des ouvriers, des techniciens, des professions libérales, des instituteurs, etc. Il y avait vraiment un peu de tout, des agriculteurs. Avec leur expérience, ont pu proposer des solutions, et ça a permis de lever une de ces barrières. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une autre barrière qui est revenue, c'est celle du politique, qui s'est dit, bah ouais, mais finalement, l'électorat, c'est encore une fois le premier lobby pour le politique. Donc, si les mesures que le politique devait signer à la fin n'allaient pas pour l'électorat, bah, ça a eu un effet dissuasif. C'est un peu compliqué. Et puis bon, on a vu les élections présidentielles et la place très faible qu'a occupé l'écologie dans le débat. Pour revenir un tout petit peu. Très mauvaise. Comment ? Très faible, et quand elle a été traitée de façon très mauvaise. Oui, d'ailleurs on parlait beaucoup d'énergie, et ça c'est une question que je voulais poser parce que c'est un débat qui interroge beaucoup de gens au sein du mouvement écologiste, et qui en plus fait un peu écho à ce que racontait Vincent sur du coup l'idée qu'on crée de plus en plus de structures, de démocratie locale, qu'il y ait une décentralisation un peu du pouvoir. C'est la question de l'énergie. C'est quelle est la place du nucléaire finalement dans cette société qui serait plus sobre ? Et est-ce que du coup ça ne nécessiterait pas un État un peu jacobin de ce point de vue-là si on veut mettre en place une énergie nucléaire ? La France, on dit que c'est un pays très nucléarisé, de fait par rapport à beaucoup de pays salés. L'électricité, c'est 25% de l'énergie finale en France. Le nucléaire, c'est 70-75% de ces 25%, donc c'est entre 16 et 18% de l'énergie finale. Le pétrole, c'est 40% de l'énergie finale en France. Le gaz, c'est 20%. Et sachant que la moitié de l'empreinte carbone de la France vient de l'étranger, ça veut dire que même si par exemple on consomme peu de charbon en France, en fait notre niveau de vie dépend beaucoup du charbon, parce que tout ce qu'on importe a été produit en bonne partie avec du charbon et du pétrole. C'est pas le nucléaire qui permet l'abondance énergétique, en fait, pas plus que l'éolien, le solaire. C'est vraiment l'abondance des combustibles fossiles qui sont bien plus faciles à utiliser que l'énergie éolienne ou nucléaire. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont encore les combustibles fossiles qui progressent le plus au niveau mondial. En ce moment, entre 2000 et 2010, c'était le charbon. Depuis 2010, c'est le gaz fossile. Et ça, c'est parce que les combustibles fossiles sont très pratiques. Donc, en fait, c'est pas le nucléaire qui permet l'abondance énergétique. En plus, le nucléaire, c'est pratique pour faire de l'électricité. C'est pratique éventuellement, même si on le fait pas trop, ça pourrait être pratique pour faire de la chaleur. Ça ne l'est pas pour faire du carburant liquide. En fait, rien ne l'est pour faire quasiment rien ne l'est pour faire du carburant liquide à part du pétrole. Donc,
Non, je pense déjà qu'on aura besoin de toutes les énergies bas carbone, et là on est dans une telle urgence, c'est une situation tellement critique qu'il faut n'en oublier aucune, n'en refuser aucune, et ça n'empêchera pas, ça n'enlève rien en fait, qu'il va falloir faire des efforts de sobriété énormes. Et autant je suis convaincu que la sobriété c'est un élément central de la transition, on ne fera pas sans, autant il faut aussi être méfiant. Il faut pas tout faire reposer sur la sobriété, parce que les sociétés ont une inertie énorme, peuvent accepter un certain nombre de choses, mais pas tout, et on ne sait pas jusqu'où on pourra aller au niveau de la sobriété dans la population. Quand on voit déjà limiter la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, ce qui personnellement me semble être une concession très limitée, il y a un énorme frein à ça, et sur plein de mesures comme ça il peut y avoir beaucoup de freins, donc il faut faire attention à pas se dire il suffit de pas consommer d'énergie pour sortir du pétrole, il suffit de pas consommer de pétrole, oui c'est gentil, mais en fait il y a plein de gens qui en ont vraiment besoin dans leur mode de vie actuel, et changer ce mode de vie, changer leurs attentes, ça prendra du temps, et il y aura énormément de réticences, et donc il faut aller le plus loin possible sur la sobriété, tout en étant vigilant sur le potentiel de sobriété. Et ça, c'est valable vraiment pour tout, à la fois pour la sobriété, mais aussi pour les énergies alternatives aux fossiles. L'éolien aura ses limites en termes d'acceptabilité, le nucléaire aussi, le solaire aussi, la flexibilité de la demande électrique aussi, l'isolation des bâtiments, il y aura ses limites aussi, parce que des vieux bâtiments des années 60, on n'en fera jamais des bâtiments hyper bien isolés, etc. Et il faut vraiment avoir conscience de ces limites. Sur le papier, beaucoup de choses sont faisables. Quand on fait de la modélisation de système énergétique sur le papier, on présente jamais un système qui converge pas, hein. Le système à la fin il fonctionne toujours bien. Ça veut pas dire que ce soit réaliste. Quand on prend des travaux, même à mon avis les travaux les plus sérieux en France sur ce sujet sont ceux de RTE. Les hypothèses ont été discutées dans le cadre de consultations. Ça n'empêche pas qu'il faille les discuter. Il y a des hypothèses qui sont a priori crédibles, il y en a d'autres qui sont plus discutables. Par exemple, dans les scénarios de RTE, tous les bâtiments en 2050 sont de catégorie énergétique A ou B. C'est une hypothèse forte. C'est pas complètement impossible, mais on peut dire que c'est assez improbable vu les rythmes d'isolation actuels. Quand on regarde les rythmes de déploiement de toutes les énergies, le déploiement des flexibilités aussi, dans quasiment tous les scénarios, un quart de la consommation électrique actuelle peut être décalé dans le temps en 2050 pour s'adapter à la production. Ça, c'est aussi une grosse inconnue. Est-ce que la population acceptera ça ? Alors si on le fait intelligemment, on ira plus loin que si on essaie de faire des mesures où vraiment on prive les gens de choses. Donc il va falloir être un petit peu subtil, essayer de préserver le plus possible les acquis des gens. Mais il y a vraiment une question de potentiel sur toutes les solutions, qu'elles soient technologiques ou sociales. Et ça, faut pas le sous-estimer, je pense. Juste pour rebondir rapidement, il y a un truc moi qui m'impressionne depuis des années quand on parle d'énergie dans les médias, dans les débats politiques, etc. En général, il y a quelque chose d'inversement proportionnel entre la part que joue réellement l'énergie et la part qu'elle occupe dans les débats. Donc on va parler énormément d'énergie renouvelable, de solaire, d'éolien qui représentent respectivement 1 et 2% de l'énergie primaire. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, je parle sous le contrôle de l'expert. On va parler, se déchirer sur l'énergie nucléaire qui représente 4% de l'énergie primaire. Je me tourne vers lui à chaque fois, je fais attention de ne pas dire de bêtises, à l'échelle mondiale, et sauf depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est peut-être une pédagogie des catastrophes, malheureusement, on a un petit peu commencé à parler des énergies fossiles qui représentent 80%. Et si elle représente 80%, c'est pas parce que c'était chouette de brûler du pétrole, du charbon, où on est content d'aller travailler dans des mines, ou d'aller avec sa pioche en Pennsylvanie taper pour inonder de pétrole des vallées, etc. C'est parce que elles ont des caractéristiques qui font qu'elles sont stockables, transportables, extrêmement concentrées en énergie, ce qui fait que on sait faire tourner une voiture avec du pétrole raffiné, on ne sait pas faire tourner une voiture au jour d'aujourd'hui de manière massive avec du nucléaire ou de l'éolien et du solaire. Et en fait, je crois que c'est l'importance de ces deux livres, et en particulier celui sur l'énergie par rapport à ce sujet-là. Je crois qu'il y a une urgence à former de manière extrêmement rapide tous les décideurs, toutes les décideuses, les citoyennes et les citoyens, à ce qu'est l'énergie. Et on le voit encore aujourd'hui,
quand on va parler des enjeux énergétiques à l'échelle européenne par rapport à la sobriété liée à cette question éthique sur notre dépendance aux fossiles qui viennent de Russie, la réponse va être économique. Il faut leur expliquer que l'énergie est quelque chose qui se mesure en joules et non pas en euros. On sait fabriquer de l'argent, on ne sait pas fabriquer de l'énergie, que l'énergie est contrainte par ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, qu'à chaque fois qu'on rentre dans des systèmes toujours plus complexes et qu'on transforme de l'énergie, on perd énormément en termes de rendement, et qu'il y a une nécessité de faire preuve de réalisme, un principe de réalité autour de ça. Et là où j'aurai un point de désaccord avec toi, c'est que la sobriété n'est pas nécessairement quelque chose de malheureux. C'est quelque chose que moi j'ai l'occasion d'expérimenter au quotidien autour de notre coopérative décroissante d'expérimentation et de recherche autour de la décroissance à Budapest. Qu'est-ce que tu fais un peu là-bas pour voilà, décrire un peu où on travaille essentiellement sur deux leviers, puis depuis cette année un troisième, mais qui est au cœur en fait de nos dépendances énergétiques, qui sont l'agriculture, le transport, et puis de cette année on met un gros focus sur la question de l'habitat. Et en fait on peut vivre très bien sur ce qui représente aujourd'hui une grande partie de nos consommations, une mauvaise habitude de consommation. On peut vivre très bien de manière conviviale, en partageant les tâches difficiles, plutôt que d'aller dans un fitness, on va aller planter des arbres, plutôt que de déprimer devant un écran d'ordinateur, on va créer des beaux festivals, on va faire du jardinage, on va fabriquer des vélos cargo, on va faire des très belles choses, etc. Et je crois qu'il y a autour de ces expérimentations que j'ai la chance de vivre, et puis le troisième levier qu'on développe aujourd'hui, il est autour de l'habitat, notamment en retapant une vieille maison en torchis de la ruralité hongroise qui a 115 ans et qui depuis des années n'a pas de fenêtre puisqu'elle n'est pas habitée depuis 30 ans, n'a pas de fenêtre et de porte, et qui montre qu'avec des techniques très simples et biosourcées, on peut avoir des qualités énergétiques merveilleuses, et on peut faire preuve de créativité dans l'isolation des bâtiments avec les low-tech, en partageant les savoir-faire de manière partagée, de manière autogestionnaire, en faisant soi-même. Donc on peut ouvrir des pans entiers, mais qui sont non pas des blocages techniques, mais qui sont vraiment des blocages culturels. Et aller se replonger dans la littérature des anthropologues, des historiens, aller voir ce qui se passe dans d'autres civilisations, sans romantiser, sans dire on va aller vivre comme des chasseurs-cueilleurs, et en fait riche de sens et d'ouverture d'esprit, pour se rendre compte à quel point notre cerveau d'occidentaux est extrêmement limité quant à notre capacité d'être créatif pour repenser de nouveaux mondes, de nouvelles manières de faire les choses, etc. Et une fois de plus, je vous parle de quelque chose que j'expérimente au quotidien quand je suis pas avec vous ou dans des gares et dans des trains pour prêcher la bonne parole, quand je suis à Budapest, et qu'on expérimente aussi en accueillant des stagiaires, des volontaires, des gens qui repensent le voyage. On a eu toute une série de gens là aussi sur le voyage, extrêmement intéressant, qui sont dans des dynamiques de voyager à vélo et en train. Sortir du pétrole, ça ne veut pas dire d'arrêter de voyager, mais c'est se réapproprier d'autres formes de voyager, parce que voyager sans rencontrer, ce n'est que se déplacer, et c'est ce qu'on fait avec un low cost, où on finit dans un Airbnb avec les mêmes meubles Ikea qu'on a à la maison, et on va faire le selfie, et on rentre dans la routine métro boulot dodo. Et je crois que l'enjeu, il est vraiment de conscientiser, de se rencontrer, de débattre, d'expérimenter, de s'ouvrir l'esprit et de faire preuve d'innovation. Et c'est pas de l'innovation technique, mais c'est de l'innovation sur nos organisations sociales, nos imaginaires, et comment on peut naviguer vers de nouveaux horizons que moi je trouve riches de sens et pleins de joie de vivre. Ouais, juste pour répondre rapidement, j'ai un point d'accord et de désaccord avec toi. Le point d'accord, c'est qu'effectivement, je pense que la sobriété peut être heureuse. Depuis que je m'intéresse aux questions énergétiques, mon mode de vie a aussi beaucoup changé. Alors, sans prétendre d'être vertueux, mais j'ai quand même fait évoluer pas mal de choses dans un sens de sobriété, et je vois pas ça comme un sacrifice en fait. Par exemple, maintenant, je me refuse à prendre l'avion pour raisons personnelles. Je le limite le plus possible, et pour l'instant, j'arrive à le supprimer pour raisons professionnelles. Donc, par exemple, quand je vais en vacances, en fait, ça m'a ouvert de nouveaux espaces pour partir en vacances. Il y a énormément de choses à faire à proximité. Je voyage différemment de ce que je pouvais faire avant. Il y a vraiment effectivement, la sobriété peut être heureuse. Par contre, là où j'ai un point de désaccord, c'est que je pense qu'il faut il faut faire attention à ne pas généraliser son cas personnel. Tu t'es beaucoup renseigné sur ces sujets, moi aussi. Je pense qu'on a tous les deux un côté militant, et il y a une bonne partie de la population,
qui n'a pas été confronté à ces sujets-là, qui ne s'y est pas intéressé, qui est pas du tout informé là-dessus, qui veut surtout pas qu'on lui change ce qu'elle a toujours connu. Et il y a une énorme inertie qu'il faut prendre en compte. Ça veut pas dire que ces gens-là, s'ils étaient nés dans un cadre différent, s'ils avaient eu un parcours de vie différent, si on leur avait dit d'autres choses à d'autres moments, n'auraient pas pu arriver à un autre endroit. Mais entraîner toute une population, c'est extrêmement compliqué. Et ça, je le vois même dans mon entourage proche. Des personnes d'un certain âge, par exemple, je veux dire la génération de mes parents, même les gens qui sont convaincus du changement climatique, donc pas des climato-sceptiques, ont du mal à changer leur mode de vie, leurs habitudes, à faire le lien entre leur mode de vie, le fait d'acheter un gros véhicule, d'aller en vacances en avion, et le changement climatique. Donc ils ont conscience du changement climatique. Par contre, il n'y a pas le lien, la bascule qui se fait avec le mode de vie. Et je pense que c'est difficile. Il y a vraiment une difficulté à ne pas sous-estimer à ce niveau-là. Pousser ces gens-là à la sobriété, ça va être compliqué. Et même dans les jeunes générations, il y a quelque chose de paradoxal. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus tôt et beaucoup mieux informés que même ma génération, la tienne, ont pu l'être, et celle d'avant encore plus. Et à côté de ça, il y a aussi toute une partie des jeunes générations qui vivent dans ce monde d'abondance sans se poser de questions, avec des influenceurs. Il y a des trucs qui n'existaient pas quand, il y a 10 ans, les digital nomades, un truc que j'ai vu émerger il y a quelques années, avec des gens qui vont qui prennent l'avion pour aller bosser 2 semaines dans un open space dans un autre pays avant de repasser dans un autre pays. Et ce genre de truc fait exemple aussi. Et donc il y a aussi ces choses-là contre lesquelles lutter, et ça va être extrêmement compliqué. Juste rapidement 3 points, mais on va donner la parole à la salle. Premier point, s'il y a 3 ans, je t'aurais dit, on aurait dit à la salle qu'on allait toutes et tous être confinés, qu'on allait avoir des règles de ne pas aller plus loin qu'une certaine... Je vivais pas en France, moi je les ai pas vécues de cette manière-là, mais qu'on n'allait pas devoir aller à plus de 500 mètres, enfin je sais plus quelles étaient les règles de son logement, qu'on allait se retrouver à un moment donné tous avec des masques, etc. Personne n'y aurait cru. D'ailleurs, ça allait très vite, parce que quand le confinement a commencé à être mis en marche, et c'est intéressant de reprendre ce que disaient les médias et quels étaient les débats en France, quelques semaines avant qu'il arrive en France, on regardait les choses avec condescendance sur nos amis chinois en disant mais c'est les Chinois, ils sont un peu bizarres, on les comprend pas, ils sont comme ça, etc. Et puis 2 semaines après, on faisait exactement la même chose et on y allait en chantant quelque part, et quelques grincements, quelle résistance. Donc l'être humain a cette capacité d'adaptation et de transformation qui fait que c'est peut-être l'espèce des hominidés qui a dominé. C'est une des analyses qui est assez impressionnante. Et on le voit, moi quand je discute avec mes amis ukrainiens, comment leur vie a changé du jour au lendemain et comment par une contrainte non souhaitable, les choses se réorganisent extrêmement vite. Des gens qui étaient des chercheurs en permaculture avec moi à Budapest sont aujourd'hui sur le front à faire la guerre, ils font des cocktails Molotov ou des choses comme ça. Donc il y a cette pression-là. Le deuxième point, si on n'anticipe pas un maximum à travers les débats, les imaginaires, les expérimentations concrètes, les transformations politiques, économiques, etc., on va être appelé par la patrouille. C'est-à-dire qu'il y a une pression physique, une fois de plus. C'est-à-dire, autant on peut négocier avec le capitalisme, avec les inégalités, avec notre système économique, avec nos habitudes de vie, c'est un choix de société à négocier démocratiquement, mais on ne peut pas négocier avec le bas de la physique. C'est-à-dire que le bas de la physique, sauf à ce qu'il y ait un changement de paradigme sur la 2e loi de la thermodynamique qui ne semble pas arriver aujourd'hui. Donc c'est ramener simplement du débat politique, du débat démocratique. Et puis 3e point, ce qui est intéressant, on pourrait revenir dans le débat, parce que j'ai des choses à dire là-dessus, et ce sera intéressant de revenir, parce que la dernière table ronde que vous aviez organisée ici était sur ce thème de entreprise et décroissance. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles veulent nous vendre une voiture, il y a un exemple qui est merveilleux, je crois que c'est Skoda, la marque Skoda, elle ne va pas vendre une voiture pour ce qu'est réellement une voiture et son utilisation. C'est-à-dire qu'elle ne va pas montrer une personne seule dans les embouteillages pour aller travailler. Elle va utiliser tous les codes de la décroissance, tous les codes de la convivialité, de la sobriété, du care, du vivre ensemble, etc. Donc elle va montrer une famille heureuse avec des enfants dans le 4x4, sur une route merveilleuse d'une montagne avec des forêts riches de biodiversité, et puis l'outil convivial par excellence, les vélos sur le toit de la voiture. On va faire du vélo
dans la forêt. Ce qui montre que culturellement, et qui confirme, parce que nos amis publicitaires sont quand même plutôt habiles et ont énormément de moyens sur ces questions-là, qui montre que les gens aspirent à rompre avec ce mode de vie mortifère. Une fois de plus, aspirer à changer n'est pas suffisant pour changer, et c'est là qu'il y a l'importance du collectif et du politique. Et moi je le vois, c'est-à-dire que s'engager seul vers un mode de vie sobre dans une société de croissance est quelque chose qui n'est pas toujours dans la joie de vivre. On va se heurter à des coupures sociales avec sa famille, on va créer des tensions, on va se sentir seul, on va être dans une logique de se saigner pour réduire son empreinte écologique, qui n'est pas une voie. Le faire collectivement va déjà avoir une substance totalement différente, et qui plus est, si en plus il y a des dynamiques politiques et incitatrices qui vont suivre ça, on va y prendre beaucoup plus de plaisir. Et moi je crois en la puissance du politique, et je crois en la nécessité de sortir de cette fable qu'on a construite, qui nous amène à penser qu'il est beaucoup plus facile d'imaginer l'effondrement de notre civilisation plutôt que de penser à la sortie du capitalisme. Et un des enjeux de la décroissance est d'ouvrir ce débat-là. Merci. En tout cas, c'est intéressant en effet de voir cette reprise un peu capitalistique de la décroissance pour des raisons parfois de marketing. Et avant de laisser la parole à la salle, j'ai une dernière question sur la question de la sobriété. En vous entendant, quand même, on voit qu'il y a une urgence écologique claire, qu'il y a aussi une urgence en termes de matériaux qui nous restent à utiliser. Et du coup, quand on voit ça et quand on voit quand même en France l'état politique, le fait qu'au second tour de la présidentielle, il n'y avait pas de programme très écolo, on va dire, est-ce que vous pensez que cette idée de sobriété, elle va s'imposer par la démocratie, ou qu'il y aura besoin, comme pendant le Covid, d'avoir des mesures un peu coercitives pour faire en sorte que les gens ils consomment moins? J'ai combien de temps? Je vais être plus provocateur. En fait, le débat écologique, pour le dire de façon crue, était merdique pendant toute la présidentielle. C'est un truc qui m'a posé question d'ailleurs. Je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Entre des candidats qui parlent beaucoup d'écologie pour dire n'importe quoi et des candidats qui n'en parlent pas parce qu'ils s'en moquent, lequel est le pire? Et est-ce qu'il est juste aussi de reprendre ceux qui en parlent beaucoup en disant n'importe quoi, parce qu'ils donnent de la matière, vu qu'ils disent n'importe quoi, c'est facile de dire bah là vous avez dit n'importe quoi, sachant que finalement ça revient à ne pas taper sur ceux qui n'en parlent pas parce que ils en parlent pas, donc il y a rien à commenter finalement. Donc c'est une sorte de cas de conscience que j'ai eu à un moment, mais honnêtement aucun parti, à mon sens, n'était un minimum crédible et à la hauteur sur ces sujets-là. C'est une première chose. Je sais plus ce qu'était le... Ah oui, Est-ce que tu penses que cette société de sobriété va s'imposer du coup par une volonté propre des citoyens, ou il faudra, comme pour le Covid, avoir des mesures un peu plus... Je pense qu'il faudra des mesures coercitives. Pour donner un exemple, en 2012, Nathalie Kosciusko-Morizet avait négocié avec des grandes enseignes de distribution le fait de mettre des portes sur les frigos. Donc, vous voyez, en termes de sobriété, on n'est pas sur un gros sacrifice. Allez faire vos courses, j'imagine que vous faites vos courses dans des supérettes. Il y a encore plein de frigos sans porte. À côté de chez moi, il y a un Leclerc qui est ouvert en 2018, donc un truc assez récent. On peut pas dire ouais, mais c'est un frigo qui a 25 ans. Non, ce sont des trucs tout neufs, il n'y a pas de porte. Et donc, si on réglemente pas, si on met pas des règles, à un moment, il n'y a pas de... ce sont les règles qui imposent les choses. Pareil avec le masque, les gens mettaient encore à peu près le masque dans les transports jusqu'à la semaine dernière, même s'il y en avait qui ne le mettaient pas. À partir du moment où l'interdiction est tombée, quasiment plus personne ne le met. Donc, je pense que si on veut gérer ça, il va falloir mettre des règles et quelque chose qui... Est-ce que je le dis de façon optimiste ou pas? Quelque chose qui pourrait donner espoir, c'est dans la situation actuelle où là on est face à une crise énergétique violente qui peut donner une motivation, et ça l'a donné déjà en France, à recentrer un peu le débat politique sur la sortie des fossiles, ce qui est quand même au moins au sein du gouvernement, ce qui est une bonne chose. Ça peut pousser le politique à se saisir de ces sujets pour éviter de se prendre des retours de bâton. Donc là par exemple à gérer la pénurie pour essayer de passer l'hiver prochain, et donc ça sont des choses aussi qui vont dans le bon sens. Là où je disais est-ce que je le dis de façon optimiste ou pas, c'est que je pense que c'est vraiment une opportunité pour accélérer la transition.
Le problème, c'est que pour l'instant, je vois pas vraiment cette opportunité saisie. C'est-à-dire qu'on reste assez apathique, on voit le prix des combustibles fossiles flamber, on laisse la demande se détruire, donc les entreprises faire faillite, la précarité énergétique progresser. Par contre, on n'organise pas encore la sobriété à grande échelle, voire du rationnement en fait là au niveau où on est actuellement, pour justement s'assurer qu'on pourra assurer les services minimums l'hiver prochain. Si la Russie coupe les approvisionnements en gaz dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, il va falloir vivre avec ce qu'on aurait réussi à stocker jusqu'à ce moment-là. Donc il y a vraiment un enjeu là à rationner. Et je trouve que même en fait dans cette situation extrêmement tendue, on a du mal à faire ces choix-là. Premier point sur les élections, on voit à quel point on n'est pas du tout armé correctement à faire vivre notre démocratie, qui est limitée à un outil qui ne fonctionne pas. Qui s'appelle l'outil représentatif, le système de partis. Alors je serais pas aussi dur que toi, on était extrêmement mal parti puisque les médias dominants, et je renvoie au documentaire de Mediapart sur la question des médias dans les mains des oligarques qui nous imposent un agenda politique. On était parti pour ne parler que de grands remplacements. Il y a eu malgré tout quelques messages qui ont pu émerger dans une situation catastrophique, tout aussi catastrophique que la crise énergétique en cours et à venir. Et il y a quand même eu quelqu'un qui était là à cet endroit il y a quelques semaines pour un autre débat, qui a été Delphine Batho, qui, le temps de quelques semaines, lors de la primaire écologiste, a, je trouve, porté ces questions-là de manière tout à fait juste et sincère. Mais ça, c'est très loin d'être à la hauteur des enjeux. On est d'accord là-dessus. Sur le deuxième point, malheureusement, la sobriété imposée d'en haut, où tu as utilisé la question du rationnement, il est déjà en place de la pire des manières, de la manière la plus injuste qui soit, et il passe par le capitalisme et l'argent. C'est-à-dire que c'est les plus pauvres qui se serrent la ceinture, parce qu'ils y sont contraints pour des raisons économiques. Et en général, ça se passe mal. L'histoire nous a appris que dans ce genre de situation, en plus d'avoir une guerre en Ukraine, on risque d'aller vers des guerres sociales tout à fait violentes, faute d'anticipation. Et moi je suis là aussi choqué par l'absence de culture politique et de créativité de notre technocratie occidentale par rapport à ce qui peut être une opportunité, ce qui peut être une pédagogie des catastrophes sur le fait qu'on se soit réveillé un beau matin, on s'est rendu compte qu'on était dépendant du fossile qui venait de Russie et qu'il fallait s'en sortir rapidement pour des questions éthiques et aussi des questions environnementales. Et les réponses ne vont pas plus loin que chauffer un peu moins l'hiver, ralentir un peu les voitures sur les autoroutes ou investir à fond dans des pseudo-solutions qui n'ont montré aucune capacité de fonctionner. On investit dans l'hydrogène, on investit dans les renouvelables, qui ne seront jamais à la hauteur énergétique et technique pour substituer nos dépendances aux énergies fossiles. Et là, plus que jamais, il y a la nécessité d'occuper au maximum l'espace de débat d'idées, de débat politique, de débat de société, et de montrer que c'est à travers le pas de côté, à travers la créativité, que l'on peut éviter ce type de sobriété imposée d'en haut et de manière injuste, et au contraire de se l'auto-instituer de manière consciente et de manière choisie. La Convention citoyenne pour le climat a informé l'ensemble des populations sur ces questions-là. Cet week-end, c'est pas très long par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Pour intervenir dans la décroissance depuis une quinzaine d'années un peu partout en Europe, et aussi en Amérique latine, parce que j'ai vécu en Amérique latine à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus compliqué de parler de ces sujets-là aux gens avec lesquels tu dois travailler plus que moi, avec lesquels j'ai travaillé pendant certaines années quand je travaillais à l'ambassade de France en Hongrie, qui sont les technocrates. Et en fait, plus les gens sont formés dans le modèle dominant, plus ils ont fait des grandes écoles, plus ils sont âgés aussi, mais plus ça va être compliqué d'expliquer la décroissance, ou paradoxalement aller parler de décroissance à des populations roms de régions extrêmement précaires au fin fond du nord-est de la Hongrie, ou à des gilets jaunes en Haute-Marne où mes grands-parents sont originaires et mes parents ont pris leur retraite, globalement on va arriver plus vite à avoir un dialogue constructif que mes anciens collègues de l'ambassade ou les conseillers politiques ou diplomatiques d'Emmanuel Macron. Et là il y a une vraie question, et c'est comment en fait on aborde tous ces sujets de manière sociétale. Et moi je suis plutôt
extrêmement pessimiste quand je vois l'accélération qu'il y a autour des dérèglements climatiques, autour de la chute de la biodiversité, autour une nouvelle tension qui vient d'apparaître dont on parlait pas, le cycle de l'eau, autour de la guerre qui se rappelle à son bon souvenir en Europe. On pensait que ça appartenait aux livres d'histoire ou aux vieux films, autour de cette escalade totalement délirante qu'il y a aujourd'hui vers la guerre totale nucléaire, et puis surtout le nerf de la guerre autour d'une crise énergétique extrêmement violente, et tout ce qui pourra être fait en termes de débat d'idées, en termes de transformation des imaginaires, d'expérimentation concrète, de mise en réseau, de solidarité, d'entraide informelle, seront autant de filets de sécurité pour minimiser des chocs déjà en cours et à venir. Et je terminerai avec ce slogan décroissance sous barbarie, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à faire revivre le débat démocratique sur ces questions-là et à s'en emparer pour co-construire le plus vite possible des réponses à tout ça, ou est-ce qu'on continue à s'entêter dans des barbaries qui sont déjà très présentes, bien plus présentes que je l'estimais il y a encore quelques années, et qui risquent de s'accélérer de manière extrêmement violente dans les mois et les années qui viennent si on ne prend pas la mesure des enjeux auxquels on fait face. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Avant de passer aux questions de la salle, donc je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser aux intervenants. Merci, bonsoir. Je suis ravie d'être là parce que juste avant, j'étais dans un événement qui s'appelait Change Now, mais qui était extrêmement capitaliste au Palais éphémère juste avant. Et bien évidemment, il aurait dû s'appeler Ne changeons rien. Du coup, j'aurais une question par rapport à la décroissance. Quelle serait la place de l'État-providence? Est-ce qu'on l'appellerait encore comme ça? Est-ce que chaque être humain d'une nation, ou peut-être autre chose, on ne sait pas, peut-être que le modèle de nation ne sera peut-être plus pertinent d'ici quelques temps, qui sait, c'est une question de dignité du coup humaine. Quelle sera la place de la santé et de l'éducation du coup plus tard, dans une société qui est possiblement décroissante? Tu auras peut-être des choses à dire sur la santé et la question de l'énergie et de la santé, qui est un vrai sujet. Il y a énormément de choses dans votre question. Je vais essayer de faire le plus court possible parce que chacune des questions pourrait être le sujet d'une conférence ou d'un livre. Sur la question des institutions et en particulier de l'État-providence, on a développé des institutions de solidarité à l'échelle des États-nations et puis par extension aussi à l'échelle supranationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, etc., qui vont être amenés à être remis en question. Je pense qu'il y a des pans entiers qui sont à protéger et à préserver et qui sont aujourd'hui déjà d'ailleurs menacés non pas par la décroissance ou des pénuries d'énergie, mais plutôt par un agenda politique qui s'appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Donc je pense qu'il y a certaines qui sont à protéger et à renforcer, certaines qui vont être à transformer et à réformer, mais qui restent importantes, et puis certaines peut-être qui vont prendre d'autres formes, qui vont être abandonnées et qui vont se réorganiser de manière tout à fait différente. Je vais juste prendre quelques exemples sur... Non, je vais pas prendre l'exemple parce que je vais être trop long. Je vais tout de suite passer à l'étape suivante. Je vais quand même prendre un exemple. J'ai peur d'être trop long. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, quand on regarde déjà nos sociétés avec d'autres yeux, on se rend compte qu'il y a des solidarités qui interviennent sur différents niveaux. Il y a celles qui sont très présentes dans notre imaginaire, puisque c'est comme ça qu'on a construit, qui sont très visibles, qui vont être les solidarités liées aux redistributions dans un système capitalisme avec un État interventionniste, qui vont être des services publics qu'on institue, etc. Et puis il y a énormément d'autres pans de nos vies qui vont être des solidarités informelles, énormément d'entraide informelle au quotidien, qu'on peut retrouver aussi bien au sein des entreprises que le monde du travail, que dans la rue, que face à une catastrophe et ainsi de suite, qui sont extrêmement présentes. Et je crois que dans ce que j'évoquais sur le fait de changer notre rapport à ces institutions, en réformer, en renforcer, en créer une nouvelle, il y a un levier qui va être extrêmement important, c'est aussi de rendre visible l'importance de toutes celles qui sont informelles. Et je pense en premier lieu à tout ce qui est le care, qui représente peut-être la chose la plus importante pour notre bien-être dans nos sociétés,
société et qui est totalement invisibilisé parce que c'est pas rémunéré, parce qu'en plus c'est fait essentiellement par les femmes, donc on n'en parle pas, et qui sera peut-être quelque chose à mettre au cœur de nos organisations sociales, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le rémunérer. Moi je pense qu'il faut sortir de l'argent, qui est une véritable plaie, on peut revenir dans le débat, mais c'est comment on redonne de la valeur symbolique, de la valeur culturelle, comment on partage aussi ces tâches qu'il y a autour du CARE, etc., et comment on les protège et comment on crée des sociétés qui mettent au cœur de nos fonctionnements toutes ces solidarités informelles et institutionnelles à protéger et à co-construire, etc. Sur la question de la santé, je vais repartir à l'essence de la santé, qui est ton médicament sera ta nourriture, c'est ce que disait Hippocrate. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés avec des systèmes de santé extrêmement complexes, extrêmement énergivores, qui contribuent à soigner des maladies qui sont générées par un mode de vie extrêmement stressant, un mode de vie autour de comportements à risque, un mode de vie autour de la malbouffe, autour de pollution chimique, etc. Donc, dans une société de décroissance, et va se poser la question de la transition, mais dans une société de décroissance, les besoins en services de santé vont être beaucoup moindres, puisqu'on aura vraisemblablement, du moins c'est ce qui est souhaitable, des modes de vie qui vont susciter beaucoup moins de maladies. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point, là aussi, le Covid a été un révélateur et un accélérateur d'un système de santé et d'un modèle sociétal par rapport à la santé de malade, parce que le Covid était pas uniquement une pandémie, pas uniquement une zoonose qui pose la question de notre rapport au vivant, à la biodiversité, et plus on va attaquer la biodiversité, plus l'être humain va se retrouver confronté à des espèces vivantes qui vont nous amener des maladies, et toutes les maladies, la grande majorité des maladies qui ont émergé ces dernières années étaient des zoonoses, qui étaient liées à comment on s'attaque à la biodiversité, mais c'était aussi une maladie de civilisation qui accélérait la pandémie. Civilisation à travers un mode de vie, de mouvement perpétuel qui fait que là où il y a quelques décennies, une pandémie prenait plusieurs mois, plusieurs années à circuler sur la planète, la pandémie de Covid, on l'a vu avec les différents variants qui sont apparus, en quelques jours, en quelques semaines, faisait le tour de la planète. Donc il y avait un phénomène accélérateur de cette pandémie, mais encore plus, c'était une pandémie de civilisation parce qu'elle touchait en premier lieu des gens qui étaient touchés déjà par les maladies de civilisation. Les gens qui étaient touchés par la malbouffe et l'embonpoint, le diabète, des systèmes immunodéprimés liés à des modes de vie, pas suffisamment d'efforts physiques, pas suffisamment le stress qui renforçait les choses, des maladies comme le cancer ou des gens soignés du cancer qui étaient très touchés, etc. Et dans un système de santé autour d'une société de décroissance, il y aura une réflexion sur notre rapport à la santé, sur notre rapport à la mort. On a vu aussi comment notre société engagée dans l'hubris, qui ne pense plus la mort, a eu un rapport unique dans l'histoire de l'humanité par rapport à cette pandémie, où on s'est engagé dans une logique pour ne pas mourir, et qui plus est pour que les plus anciens ne meurent pas, on arrête de vivre et on bloque la vie des plus jeunes. Et il y avait une véritable question philosophique à poser sur, et je vais reprendre les réflexions d'un Bernard Maris qui est décédé pas loin d'ici dans les attentats de Charlie Hebdo il y a quelques années, qui était un compagnon de route, qui faisait une analyse psychanalytique de la croissance et du capitalisme, et qui nous expliquait que à travers cette logique d'accumulation de toujours plus d'argent, de biens, et puis par extension cette pulsion vers toujours plus d'innovation technique, technologique, et son dernier volet aujourd'hui autour du transhumanisme, on est complètement dans le déni de la vie, dans le déni de la mort, et on pense pouvoir accumuler suffisamment, ou quand on arrive à l'orée de la mort, on s'achète l'immortalité tout en passant à côté de nos vies. Et la décroissance, elle nous invite aussi à toute une réflexion sur notre rapport à la finitude, aux limites, à la vulnérabilité, à la santé, à la mort, qui sont des sujets extrêmement complexes auxquels on n'est pas obligé d'apporter une réponse unique pour toutes et tous, mais qui, je crois, peut aussi aller dans l'intime. On le voit dans notre rapport sur la fin de vie, et le Covid le révélait. Sur l'éducation, moi je pense que je suis très influencé, et on travaille beaucoup sur des projets comme ça dans notre coopérative à Budapest, par notamment un Ivan Illich, Deschooling School, comment déscolariser l'école, comment sortir d'une vision sociétale purement utilitariste, où on va aller parquer les enfants
pour les éduquer, pour qu'ils deviennent productifs. On va organiser la société pour les gens qui sont en âge d'être productifs. C'est ce qui se passe autour de Paris, autour de nous à Paris, etc. Une ville très mobile, très exclusive. Si on a des problèmes de mobilité, on est exclu. Si on est enfant, on est exclu. Et puis, si on est malade, ancien, etc., on est exclu aussi. Et il va falloir repenser nos vies sur l'école de la vie, sur les relations intergénérationnelles, sur des modes de vie beaucoup plus inclusifs, sur comment l'enfant trouve sa place un peu partout. D'ailleurs, il n'y a pas d'enfants. Nous, on organise des événements à Budapest avec notre coopérative. On fait toujours un espace pour enfants où l'enfant participe, ce qui permet aux jeunes parents de participer aussi, ou pas uniquement un parent qui va participer et l'autre qui est seul avec l'enfant, où on va reposer sur une nounou dans une logique capitaliste ou sur les parents. Donc repenser là aussi l'école de la vie, comment on co-construit des connaissances, des savoir-faire que l'on transmet, que l'on partage, que l'on échange. Et là aussi, il y a des choses merveilleuses qui existent déjà un peu partout, qui se mettent en place et qui sont à explorer, à expérimenter, et qui sont riches de sens et de joie de vivre, et qui sont une véritable innovation, qui n'est pas une innovation autour des 7 milliards qu'on investit dans l'hydrogène, mais qui est une autre forme d'innovation qui requiert peu d'énergie, mais beaucoup de créativité et d'échange et d'expérimentation. Je vais faire très court, vu que tu m'as demandé de dire un truc sur la santé. Peut-être deux choses. Déjà, il y a une éternelle insatisfaction. On veut toujours aller plus loin. Se pose la question à un moment deux questions compliquées. La première question, face à des contraintes qui vont arriver, va être de savoir quand est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout, et l'attribution des ressources, notamment dans la santé. Est-ce qu'il faut essayer de prolonger le plus possible des personnes très âgées, très malades, ou est-ce que ces ressources-là, il va falloir les mettre ailleurs? Et là, il y a un débat de société à avoir. Ensuite, sur la santé aussi, dans une note plus positive, il faut avoir conscience qu'il y a des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, on gagne beaucoup, et après, il faut investir de plus en plus pour gagner peu. Et alors, je vais faire la pub pour un autre bouquin qui n'est pas ici, qui s'appelle La Grande Extension de Jean-David Zeytoun, qui est un livre passionnant sur l'histoire de la santé humaine et le développement de la santé humaine, les découvertes par le passé, très empiriques d'ailleurs au début, par exemple sur le choléra. Avant de savoir ce qu'était le choléra, on a juste découvert que ça venait de l'eau, et qu'en condamnant les puits, on arrivait à endiguer l'épidémie, et puis après on a compris que ça venait de bactéries, et puis après on a appris à lutter contre les bactéries. Et en fait, ce que ça montre, c'est que avec des savoirs minimums, avec des investissements minimums, déjà on a pu prolonger pas mal l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et après, pour aller plus loin, ce sont des techniques plus compliquées. Aujourd'hui, on a une médecine extrêmement performante qui permet de soigner des maladies plus complexes, qui arrivent plus tard dans la vie, qui n'étaient pas non plus des maladies qui nous préoccupaient il y a 2 siècles, parce que généralement on n'arrivait pas au stade où on était affecté par ces maladies. Donc même avec moins, on peut encore faire beaucoup. Si on a, je sais pas moi, pour le coup une corrélation qui a peu de sens, mais si on a 10% de PIB en moins, on va pas vivre 10% d'années en moins, en fait, il y a sur le plan de la santé. Je peux juste rajouter un point rapide, c'est un sujet important. Non, le grand apport dans la santé, je parlais des modes de vie sains qui évitent d'être malade, l'autre grand apport c'était l'hygiène. Qui est quelque chose de très simple, qui coûte pas grand-chose. D'ailleurs, le Covid nous a rappelé, et même les personnels soignants ont redécouvert le gel hydroalcoolique, les masques, des gestes très simples qui permettent de ralentir des maladies et ainsi de suite. L'autre chose, quand on parle d'espérance de vie, il faut parler d'espérance de vie en bonne santé. Et même aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on a déjà, pour des pans entiers de nos populations, en particulier les plus précaires, si on prend l'exemple des États-Unis, on est déjà sur le pic de progression de l'espérance de vie en bonne santé, qui a commencé à régresser depuis déjà plusieurs années sur ces questions-là. Et l'autre point où j'aurais un désaccord avec toi, c'est quand on regarde les espérances de vie moyennes des sociétés passées en corrigeant, en enlevant les morts infantiles.
on se rend compte qu'il y a des écarts beaucoup moindres. On va trouver des 30 ans, mais quand on regardait ces sociétés, on allait voir, on n'avait pas des petits vieux qui avaient 30 ans qui étaient partout et tout le monde mourait à 30 ans. Il y avait des gens qui vivaient aussi très vieux, en bonne santé, très bien, etc. Donc les choses étaient un peu plus complexes. Et c'est vraiment là où on doit mettre l'effort. Et là aussi, on doit savoir quelque part s'auto-limiter. Et dernier point, quand on parle de santé, on parle aussi de questions de démographie. Et aujourd'hui, on se retrouve face à ce grand défi avec une population vieillissante qui va être malade des maladies de civilisation que j'ai évoquées, dans un système contraint où il y a de moins en moins de jeunes pour aussi s'occuper des anciens. Donc il va y avoir là aussi une tension. Et qui plus est, des jeunes qui vont arriver où il va falloir repenser les organisations sociales, repenser comment on répond à nos besoins fondamentaux, notamment autour de l'agriculture, et peut-être moins de temps et d'énergie à consacrer à s'occuper de ces anciens qui sommes nous. Donc moi je dis toujours, répondre à la santé, c'est aussi faire des enfants aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour cette fin optimiste en tout cas. Est-ce qu'il y a une question ensuite ? Bonjour, merci pour la conférence et vos interventions. Je m'appelle Thomas Lapi, je suis assistant de recherche à l'IRIS et j'ai une question sur la dimension géopolitique de la décroissance. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de défense, c'est quelque chose qui est extrêmement carboné. Ça implique qu'un État soit capable de disposer de quantités absolument phénoménales de pétrole à tout moment, à la fois pour maintenir des capacités opérationnelles, mais aussi pour toutes les questions de dissuasion. Et donc, ma question, c'est si un pays décidait unilatéralement d'opérer et d'aller vers un modèle de décroissance, au sens baisse de la consommation d'énergie et décarbonation du mix, quelles seraient les nouvelles configurations en termes d'équilibre des forces dans un monde où les autres pays ne changeraient pas de paradigme? C'est une question à laquelle j'ai déjà pensé, mais en fait, c'est même pas. Avant de parler de la croissance, de la décroissance, il y a même une question qui se pose actuellement. C'est-à-dire que quand on regarde les armées des pays occidentaux, on a des équipements de plus en plus perfectionnés, de plus en plus consommateurs pour protéger de plus en plus les militaires. Par exemple, les Rafales consomment davantage que les Mirages. Et ça pose des questions de contournement aussi de la défense par le bas, c'est-à-dire que déjà, bon, quand on investit dans des programmes de défense, ce sont des programmes sur plusieurs dizaines d'années. Donc il faut être sûr de pouvoir mettre du pétrole dans ces navires, dans ces avions dans plusieurs dizaines d'années, de pouvoir intervenir dans toutes les régions du monde, ce qui est pas évident parce que face à des contraintes croissantes sur le pétrole, être capable d'avoir des approvisionnements en pétrole partout, c'est pas certain. Et ça pose aussi des questions économiques, et j'en reviens au contournement par le bas. C'est-à-dire que actuellement, par exemple, la France est capable d'intervenir à différents endroits. Ça devient de plus en plus compliqué. Face à des contraintes sur le pétrole, on ne peut pas être sûr que dans 10, 20, 30 ans, pour des raisons économiques, en fait, du fait de la consommation extrêmement importante d'une armée en mouvement, on soit encore capable d'intervenir. Donc, si la Corse se fait attaquer, on interviendra probablement. Par contre, si on a un allié qui nous appelle à l'aide à l'autre bout de l'Europe, on se posera peut-être davantage la question parce que ce sera un effort de guerre extrêmement lourd à subir. Donc en fait, même à l'heure actuelle, même sans parler de décroissance, la question de l'énergie dans les armées se pose. C'est d'ailleurs une question que l'armée se pose de plus en plus. La DGRIS, notamment la Direction Générale Relations Internationales et Stratégie, a mené plusieurs études là-dessus, a commandé 1 ou 2 rapports au Shift Project sur les approvisionnements pétroliers. Donc ils mènent des réflexions là-dessus. Après, c'est compliqué parce que ça ouvre tout un tas de réflexion, le positionnement d'une armée par rapport aux autres. Si on baisse en capacité, comment est-ce qu'on positionne par rapport aux autres? Si on accepte d'avoir des équipements moins consommateurs pour continuer à être capable de les utiliser, dans ce cas, ça veut dire qu'on reprend des risques avec les gens. Donc c'est quand même un changement de philosophie. Donc il y a pas mal de questions derrière qui pour l'instant ne sont pas tranchées, je pense. Enfin, je suis pas dans le secteur, hein, donc mais il y a d'ores et déjà une réflexion qui se met en place, alors sans que ce soit sous l'angle de la décroissance, mais déjà sous l'angle de l'énergie, il y a cette réflexion qui se met en place. Alors plusieurs choses. J'ai publié là récemment un texte qui s'appelait La décroissance ou la guerre. Et dans cette réflexion-là,
je rejoignais deux pensées qu'on retrouve dans les réseaux de la décroissance. La première, c'est que les guerres sont toujours motivées autour des questions des ressources, et en particulier depuis plus d'un siècle autour du pétrole. Et je renvoie à l'excellent livre de Mathieu Ozano, Or Noir, qui est une réécriture de l'histoire géopolitique avec comme porte d'entrée et fil conducteur les enjeux énergétiques et donc en premier lieu le pétrole. Et puis par extension, c'est toutes les ressources. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine et indirectement lié à ça, comme la décennie à l'époque où je m'intéressais aux questions de pic de pétrole conventionnel dans les années 2000, on était dans toute une série de guerres impérialistes d'invasion qui étaient directement liées au contrôle des énergies fossiles. Donc il y a la nécessité d'avoir une forme de pacifisme éclairé dans les réseaux de la décroissance pour non pas à chaque fois tomber dans des fables où chacun des belligérants qui prend des décisions tout à fait conscients que derrière on se bat pour le pétrole, mais on va créer une autre narration, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre je sais pas qui, contre je sais pas quoi, pour la dénazification, etc. Et je crois que poser la question et avoir une bonne connaissance sociétale répandue dans la société, chez les décideurs, autour des enjeux énergétiques et de qu'est-ce que ça peut appliquer, est une grande chance pour poser des conditions de débat et de discussion pacifique qui évitent de jouer à la guéguerre pour s'approprier les uns les autres les dernières ressources de pétrole qui vont rester pour continuer à faire la guerre ou continuer à faire tourner notre machine de croissance. Le deuxième point, il y a toute la question de les analyses, les réflexions d'un Karl Polanyi, entre autres, qui en 1944 écrivait un livre majeur que je vous invite à lire ou à relire dans cette période où la guerre revient sur le territoire européen, qui s'appelle La Grande Transformation. Et en 1944, Karl Polanyi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas encore terminée, Karl Polanyi analysait la montée des fascismes, des totalitarismes et des guerres sur le continent européen avec cette folie de déréguler les marchés. Et il disait, et qui rejoint aussi ce que j'évoquais sur une gestion autour du dialogue consciente des enjeux, autour des ressources, etc. De la même manière, des marchés dérégulés vont créer des situations d'inégalité, de déstabilisation à la fois dans les nations et entre les nations qui vont déboucher à un terme sur la montée des totalitarismes et des guerres. Et c'est ce que nous sommes en train de revivre de nouveau. Et je trouve que son analyse est tout à fait pertinente. Elle pose la question du néolibéralisme, elle pose la question de notre système économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on joue un grand jeu de poker menteur, alors qu'on sait déjà depuis plusieurs décennies que les enjeux autour des énergies vont générer, et des ressources de manière générale, vont générer des guerres si on ne les aborde pas de manière sérieuse. Dernier point, et on est rattrapé par une actualité extrêmement terrifiante. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des décideurs politiques et tout un nombre d'intellectuels, d'observateurs dans le monde occidental qui a oublié ce qu'était la guerre et qui reproduit des mêmes erreurs qui ont pu être faites en 14 ou à la fin des années 30 et qui sont dans une logique d'escalade et de va-t-en-guerre par rapport à ce qui se passe dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qui est en train de nous pousser vers la guerre totale nucléaire, qui était un impensé, et qui, moi, m'inquiète au plus haut point. Et quand on reprend l'histoire de la guerre froide, on n'est jamais allé aussi loin dans une surenchère qui est tout à fait terrifiante. Et là où on avait ces images où on voyait cette vague autour du Covid qui nous menaçait, puis la vague de la crise économique, puis la vague du changement climatique, puis la vague de la chute de la biodiversité, il y a une nouvelle vague qui peut rendre totalement caduques toutes les discussions qu'on a là, qui peut être la guerre totale nucléaire. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, et c'est un sujet aussi que l'on doit aborder et qui fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire être pacifique, ce n'est pas être naïf, mais c'est savoir s'intéresser aussi à l'histoire et savoir apporter toute une réflexion, toute une discussion diplomatique éclairée sur les véritables enjeux et comment on y apporte des réponses politiques. Alors merci beaucoup. On va faire peut-être une dernière question, ou deux si vraiment les réponses sont courtes, mais donc Bonsoir et merci pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant. Je voudrais vous interroger sur la question des blocages à la transformation de la société. Maxence a parlé en début d'intervention d'économie d'énergie intelligente, avec le cas des voitures qu'on pourrait réduire de taille, qui serait une transformation simple pour réduire la consommation d'énergie.
On pourrait mettre sur un même plan, par exemple, l'isolation des logements ou la réduction de la consommation de viande. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces transformations? C'est pas simplement parce que on est trop bête pour se rendre compte qu'il y a ces options qui existent. C'est aussi parce que derrière, il y a des intérêts économiques qui font que malheureusement, ça ne va pas dans leur sens si on va réduire la consommation de viande ou si on achète des voitures plus petites et moins chères. Et donc pour s'opposer à ces intérêts-là, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 endroits, c'est la sphère politique. C'est là que les députés, les ministres peuvent agir contre ces intérêts qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Alors, est-ce que ces constats-là vous donnent pas peut-être l'envie de vous engager dans cette sphère politique, de rejoindre des partis, de contribuer à des partis? Vincent donnait tout à l'heure l'exemple de Delphine Batho, qui a participé à la primaire des écologistes en soutenant la décroissance. Est-ce que c'est pas un exemple que vous souhaitez suivre? Déjà, c'est difficile de s'engager en politique. Comment dire déjà, je me sens pas forcément légitime parce que bon, je pense avoir quelques connaissances dans mon domaine, l'énergie. J'ai pas forcément un avis sur tout et surtout, je me sens pas vraiment légitime je me sens pas légitime pour avoir un avis sur tout. Et je pense qu'en politique déjà, pour s'engager, il faut avoir des visions de société, avoir des avis plus génériques. Je me vois plus comme un technicien dans mon domaine qu'autre chose. Ensuite, il n'y a aucun parti qui me donne vraiment envie de m'engager. Je me suis engagé il y a plusieurs années de ça, 2 ans, dans un parti, parce que c'était pas tant pour m'engager que pour faire du débat politique, parce que je m'intéressais au débat politique et j'avais envie de pouvoir en discuter. Alors c'était le Parti socialiste à l'époque, du temps de Hollande, et en 2 ans en fait j'en avais fait le tour, parce que là où j'avais envie de discuter de politique avec des gens qui s'intéressent à la politique, donc faire de la philosophie politique, en fait je me suis rendu compte que c'était une histoire de militantisme, et que quand le chef dit un truc, même si c'est complètement contraire à l'historique, aux valeurs du parti, je pense à des chances de nationalité à l'époque, le militant, ah ouais mais tu comprends pas, c'est pas pareil que si c'était la droite qui le proposait. Là en fait il y a une justification. En fait je me suis rendu compte que c'est surtout une histoire de clan souvent, et bon ça m'a un peu refroidi. Et sur les questions en plus sur lesquelles je pense vraiment avoir des choses à apporter, donc énergie, climat, les partis sont assez mauvais là-dessus, sont peu intéressés, et je connais des gens très bien au sein de différents partis, de différents bords là-dessus, qui essaient de faire bouger les lignes au sein du parti, sauf qu'il y a des vieux historiques à la tête des partis, et là je pense vraiment à tous les partis, qui n'écoutent pas du tout les gens qu'ils ont en dessous, qui sont plus compétents qu'eux là-dessus, et qui voient ces questions-là comme des marqueurs politiques. Donc si vous allez chez dans pas mal de partis à gauche, l'énergie ça va être la lutte anti-nucléaire. Si vous allez dans pas mal de partis à droite, ça va être la lutte anti-éolienne et pro-nucléaire. Et en gros ça va être là, ils s'en foutent en fait de l'éolien ou du nucléaire, c'est un marqueur politique, ça permet juste de se positionner pour quelque chose, contre quelque chose. Enfin c'est des gens qui auront le positionnement inverse. Donc autant essayer d'expliquer des choses à des gens pas forcément compétents, mais vraiment intéressés. Ça peut être intéressant, on peut y passer du temps, voilà. Quand ce sont des gens qui sont pas intéressés, qui sont persuadés de tout connaître, qui vous voient comme quelqu'un de toute façon qui essaie de les manipuler parce que vous pensez pas comme eux, ça sert à rien. Alors je suis content qu'il y en ait qui le fassent, et puis bon, de fait je discute avec des politiques aussi, mais après m'engager là-dedans, pour l'instant en tout cas c'est pas une envie que j'ai. Mais... Moi, je travaille depuis plusieurs années avec pas mal de gens qui sont impliqués en politique, que ce soit des élus, des partis politiques, des mouvements politiques, etc. Et c'est compliqué. On a pu le voir au moment des législatives. Je m'étais notamment impliqué dans la primaire populaire. Et on a pu voir à quel point les agendas des chapelles et la petite course de chevaux prend le dessus sur l'intérêt général et des débats de bon sens, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur il y a que des abrutis, bien au contraire. Je pense qu'il y a énormément de gens qui font un travail remarquable à différents niveaux, et aussi pour travailler plus au niveau du Parlement européen, où
On organise encore l'année prochaine un gros colloque, ce sera le deuxième, autour des enjeux de la décroissance, avec une vingtaine de députés européens de l'ensemble des familles politiques, sauf d'extrême droite, et qui représentent toutes les régions d'Europe. Donc il y a des tas de gens qui sont tout à fait ouverts, qui essayent de se poser les bonnes questions et d'imposer les bons débats. Et moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça et je continue. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, les institutions politiques que l'on a, et en premier lieu le système d'élection et le système de parti, est véritablement plus un frein qu'un levier qui permet de faire bouger les lignes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser non plus, mais il faut faire aussi beaucoup d'autres choses. Et j'ai vu qu'on avait beaucoup plus de résultats ou de choses extrêmement intéressantes autour du mouvement municipaliste et de créer des dynamiques citoyennes dans les territoires, ou autour d'expérimentations comme la Convention citoyenne pour le climat, et même la primaire populaire était une aventure, malgré son échec, assez intéressante et qui montrait qu'on arrivait à mobiliser ou créer du lien et des débats, des discussions avec d'autres personnes. Aujourd'hui, je me retrouve à soutenir la candidate NUPES dans ma circonscription, qui est la 7e circonscription des Français de l'étranger, qui représente toute l'Europe centrale, etc. Et je le fais un peu à reculons, mais je le fais aussi dans une logique d'y mettre une touche de décroissance pour imposer du débat. Donc, je crois que Maxence et moi, on est tous les deux un peu plus des influenceurs, où on essaye d'éclairer les débats ou d'amener pas tant des réponses, mais au moins des bonnes questions. Et c'est ce à quoi contribue aussi le livre qui est le nôtre. Et transformer nos sociétés en profondeur, c'est aussi transformer notre imaginaire politique, qui ne se limite pas uniquement à la prise de pouvoir, mais qui amène aussi à repenser le pouvoir en profondeur, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ce que fait Génération Écologie, puisque vous avez référence, ou ce que font beaucoup d'autres amis avec lesquels on va pouvoir travailler, différentes familles politiques, ne sont pas des gens qu'il ne faut pas soutenir, ou que ce qu'ils font n'est pas remarquable. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi différents moyens de faire de la politique. Et là, en fait, on est en train de faire de la politique. On a un échange d'idées, on partage des faits, aussi des opinions. Il y a beaucoup de ressentis, d'opinions, d'idées, en fait, dans tout ce dont on a discuté depuis le début. Vous serez probablement d'accord avec certains trucs, en désaccord avec d'autres. Vous ferez vos propres opinions. Vous avez chacun vos expériences. Et en fait, tout ce débat-là, c'est de la politique. Et finalement, peut-être pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, ce que j'avais pas trouvé au sein d'un parti du débat politique, on le trouve finalement ici. Là, il y a un échange sur des sujets structurels de notre société. Voilà. Alors, merci à tous, merci aux intervenants et merci à tous d'être venus. Quelques petites choses. Alors déjà oui, alors donc en sortant, n'hésitez pas donc à une vente de ces deux ouvrages que je recommande fortement et qui sont très denses, très intéressants. N'hésitez pas à suivre du coup Maxence Cordiez et Vincent Liéger. N'hésitez pas aussi à suivre l'association Alter Capitae avec un K sur LinkedIn, Twitter, voilà. Et dernière chose, pour ceux qui veulent, on va peut-être aller prendre une bière à côté là-bas. Voilà. Presque, mais voilà, merci à tous en tout cas. Et